il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée ce matin est Marion Georgiard. Elle est membre de la France Insoumise. Elle était candidate aux élections législatives de 2022 sur la circonscription de Saint-Brieuc. Elle est avec nous ce matin. C'est sa première radio et on l'a dit aux antennes, ça va très bien se passer. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de m'avoir invité. Alors on va parler de politique, comme on le fait chaque matin sur l'antenne de Bretagne 5 à cette heure-ci. Politique avec beaucoup de thèmes importants. Alors pour la France Insoumise, dont vous faites partie, beaucoup de thèmes aussi un peu angoissants, car on voit une guerre aux portes de l'Europe, une inflation qui galope, des difficultés sociales. Alors on va balayer tous ces sujets. Alors il n'y aura pas tous, on a 25 petites minutes devant nous. Je disais en commençant, vous avez été candidate aux élections législatives, vous avez failli être députée. Bon, il y a eu une petite pointe de déception, j'imagine. Ah oui, parce qu'effectivement, donc nous étions en première position au soir du premier tour, et donc clairement il y avait cette ouverture, la possibilité de gagner ces élections sur la circonscription de Saint-Brieuc. Bon, que dire, je pense qu'il nous a manqué un petit peu de temps. Nous étions vraiment dans une phase ascendante, et vraiment tout le monde pensait que nous étions en capacité d'arriver victorieux au deuxième tour. Maintenant, voilà, on a évidemment une déception, mais on a fait une belle campagne, tout le monde nous le dit. On a réussi à toucher beaucoup plus la population sur des sujets dont ils n'étaient pas forcément conscients, les gens n'étaient pas forcément conscients auparavant, de montrer que ces élections avaient un impact sur la vie quotidienne et que malgré tout c'est à l'Assemblée nationale que se votent les lois dont ils dépendent tous les jours. Donc ça c'était un aspect très positif de la campagne. Et après on a une union populaire qui s'est mise en place de façon très rapide après les présidentielles. Il a fallu faire en sorte que tout le monde y adhère. Ça n'a pas été évident pour tout le monde. On le note encore maintenant. Moi, je regrette juste que certains ne prennent pas conscience du moment politique dans lequel on se trouve et la gravité de la situation. On va en parler tout à l'heure. Montre que, sincèrement, ça demande beaucoup plus d'enthousiasme de leur part pour rejoindre cette union populaire. Alors, union populaire qui compte comme force d'opposition à l'Assemblée nationale, union populaire aussi qui parfois se fracture un peu. On entend des voix dissidentes chez les communistes, chez les socialistes. Est-ce que on revient au vieux démon finalement d'une fracture alors qu'il y avait une belle union de la gauche ? Je ne pense pas qu'il faille voir ça comme on revient à une fracture, il faut voir ça comme un réajustement. L'Union populaire, elle s'est créée vraiment de façon très rapide, en une dizaine de jours, qu'on soit très clair, sur une base programmatique et pas sur des accords de bout de table du tout. Donc sur une base programmatique très forte, un programme partagé de gouvernement. Et donc à partir de là, on adhérait à l'ensemble de ces propositions. Elles sont signées entre toutes les formations politiques. C'est ça qui va être défendu à l'Assemblée et pas autre chose. C'était pas un programme d'opportunité du tout. Donc on était loin finalement de l'union de la gauche de 1981 avec François Mitterrand. Comment ça, on était loin ? C'est-à-dire que là, à l'époque, ça s'est fracturé très vite finalement. Et là, malgré tout, malgré les voix dissidentes parfois, on reste sur une belle union. Ah mais complètement. Il y a vraiment quelque chose. On avait au sein de la France Insoumise créé un parlement de l'Union populaire avant les élections présidentielles, et c'est ces instances qui s'élargissent d'ailleurs tous les jours avec la société civile, les collectifs, les associations nationales. Donc à partir de là, je pense qu'il fallait montrer que c'était le moment. Vraiment le tenter où il fallait que ça se fasse, et clairement certains d'ailleurs ne se sont pas on voit au Parti socialiste notamment se sont pas positionnés ni en pour ni en contre et attendent de voir ce que ça donne. Maintenant je vais leur dire de se décider assez vite parce que vraiment l'heure est grave, et malgré tout leurs choix qui sont peut-être des choix perso politiques, on va dire ça comme ça,
vont être amenés à se clarifier parce que pour une ou deux mesures concernant l'Europe leur a servi de prétexte pour se mettre à l'écart. Et maintenant, je pense que la question sociale, la crise qu'on traverse, les crises que l'on traverse actuellement font que ils ne peuvent plus faire bande à part. Enfin, c'est voilà. Alors Marion Georgiard, les crises, vous avez lâché le mot, les crises, elles sont nombreuses, crise économique, crise sociale, elles découlent forcément de cette crise économique, cette crise engendrée aussi, ou en tout cas, j'allais presque dire cette crise qui trouve ses fondements dans cette guerre en Ukraine, qui déstabilise beaucoup de choses, elles ont un impact sur la vie de tous les jours, sur monsieur, madame, tout le monde, sur les consommateurs, sur les travailleurs et souvent les plus précaires. Aujourd'hui, c'est le social qui inquiète. On voit les prix d'énergie qui augmentent, les difficultés à se déplacer. Est-ce qu'il y a des propositions fortes que veut faire la France insoumise ou plus largement la NUPES? Écoutez, on est dans un conflit qui, bon, a priori, on va pas le nier, va impacter le portefeuille des Français pour les années à venir. Maintenant, de toute façon, il n'y aurait pas eu cette guerre, on aurait été quand même largement impacté. Je parle de notamment l'énergie. Le prix de l'électricité a augmenté très fortement, le prix du gaz. Là, on a eu l'annonce de Bruno Le Maire d'un bouclier fiscal, d'un bouclier pour réguler l'énergie, pour compenser, etc. Bon, c'est ce bouclier annonce 15% d'augmentation tout de même. Partir du moment où au 1er janvier pour le gaz, au 1er février pour l'électricité. Exactement. S'il n'y avait pas eu de toute façon ce conflit en Ukraine, on aurait quand même subi ces hausses, on aurait quand même subi la précarité. Donc, il ne faut pas non plus minimiser ce qui est en train de se passer sur l'argument de cette guerre. Il est clair que à partir du moment où on n'a pas fait, par exemple, ne serait-ce que l'augmentation du SMIC que l'on réclame, qu'on a réclamé à l'Assemblée nationale et qui n'a pas été votée, ni par les REM, ni par les Républicains, ni par le Rassemblement national, que la NUPES a été la seule à défendre, permettait à long terme de pouvoir sécuriser, on va dire, les revenus des Français et des plus précaires. Et à partir de là, donner faire des pansements, on va dire, donner 100 € par-ci, 200 € par-là, ponctuellement, annoncer qu'on va donner 30 centimes de carburant jusqu'au mois de décembre, ça va s'arrêter, on ne sait pas du tout où ça va. On a un gouvernement en plus qui annonce qui est en capacité, qui le dit de la sorte, de remettre ça sur le tapis tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, au jour le jour, on ne sait absolument pas où on va. Il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a eu aucune mesure par rapport à cette urgence climatique dans laquelle on se trouve, aucune mesure concernant par rapport à cette question énergétique de rénovation thermique, pour ne parler que de ça. On se retrouve avec des foyers en très grande précarité qui ne peuvent pas se chauffer, quand on ne parle pas de l'alimentation, mais qui ne peuvent pas se chauffer. Donc, à partir de là, si on n'a pas fait le travail en amont et qu'on navigue à vue à longueur de temps en fonction des événements géopolitiques, on comprend bien que on ne rassure personne et que tout le monde va être on est dans une crispation incroyable. Personne ne peut plus faire de projet, personne ne peut plus se projeter dans l'avenir. Il y a des germes de la colère, là, vous les ressentez sur le terrain? Énormément. On a une manifestation qui s'annonce, une nouvelle manifestation qui s'annonce là à Saint-Brieuc, pour ne parler que de Saint-Brieuc, samedi avec les Gilets jaunes contre cette vie chère. En fait, on écarte les citoyens de la décision politique, on les écarte des centres communaux, des centres bourgs de la ville pour trouver des logements moins chers.
On les écarte également de tout choix de pouvoir utiliser un autre moyen de transport parce que justement on leur en propose pas. Donc à partir de là, tout le monde est coincé, c'est-à-dire accepter le moins-disant, accepter le petit travail précaire pour pouvoir assurer sa fin de mois. C'est de la survie finalement. On est dans la survie. On est vraiment dans la survie. On a un souci vraiment on a un souci de rapport de force avec ce gouvernement qui de toute façon ne tient absolument pas compte de l'Assemblée nationale non plus. Là, je m'écarte un petit peu, mais enfin, c'est quand même important de voir que on a un Monsieur Macron qui décide encore tout seul via des conseils aussi opaques les uns que les autres et qui annonce des mesures en fonction de l'actualité, de voir si ça passe ou si ça casse. Et je pense sincèrement que ça va se réveiller, ne serait-ce que au moins à la fin du mois, avec cette très grande mobilisation qui est annoncée le 29 septembre. Un appel d'une intersyndicale très large et à se battre vraiment tous ensemble pour défendre nos droits sociaux et nos revenus. Alors Emmanuel Macron a proposé ce Conseil national de la refondation qui fait couler beaucoup d'encre, ne serait-ce que par sa dénomination CNR comme Conseil national de la résistance. Beaucoup de formations politiques, je crois que ça a été le cas d'ailleurs des forces de gauche, ne veulent pas y participer. Quel regard vous avez sur ce Conseil national ? Ce Conseil national, c'est encore je vais pas dire une vue de l'esprit, il existe, mais enfin c'est malgré tout quelque chose qui est encore une fois c'est créé pour une annonce avec un petit cercle fermé de décideurs et de technocrates qui va annoncer qu'on fait malgré tout ceci ou cela pour annoncer des choses de manière positive pour en fait avoir des effets pervers après qui en découlent. Donc là on a pour la plupart des ne serait-ce des collectivités locales, c'est encore une fois naviguer à vue. C'est-à-dire qu'on est suspendu aux décisions de ce Conseil. On ne passe pas par la case Assemblée nationale. Ce n'est absolument pas voté démocratiquement. Et on va au jour le jour, tous les mois, se demander comment on réduit nos dépenses énergétiques, comment on réduit nos transports pour pouvoir survivre toujours. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Beaucoup de sujets sur la table. Alors avec cette grande manifestation du 29 septembre qui s'annonce assez suivie, en tout cas si on en croit les déclarations des uns et des autres dans la presse, une manifestation qui tombe en plein dans ces volontés de réforme, alors réforme de l'assurance chômage, réforme également des retraites. Alors on en parle beaucoup de ces deux réformes depuis longtemps. Là aussi, ça fait des vagues parce qu'on touche à deux piliers finalement de ce qui est le côté social de la France et des Français, le chômage pour ceux qui sont dans la difficulté et les retraites qui ne sont pas très revalorisées depuis quelques années. Il faut bien le voir, même s'il y a eu une petite revalorisation il y a quelques temps. Elles étaient utiles ces réformes ou pour vous il faut changer le système ? Bon, écoutez, on a eu donc la publication, en tout cas ça a fuité, du rapport du Conseil d'orientation des retraites qui annonce qu'en fait les caisses de retraite ne sont pas déficitaires. Il y a certes une baisse d'annoncée pour quelques années, mais là, à l'heure où nous parlons, 2022, elles sont bénéficiaires et en tout cas les arguments annoncés pour en fait compenser cette baisse de l'assurance retraite ne tiennent pas. Voilà, financièrement, ça ne tient pas. Alors, quel est l'argument, en fait ? Par rapport aux assurances chômage, c'est pareil. On annonce, en fait, que les chômeurs, leur indemnité va dépendre maintenant de la conjoncture. Mais c'est quand même incroyable, ce dont je parlais tout à l'heure. Le fait de naviguer à vue. On a des chômeurs qui, maintenant, vont être obligés d'accepter encore plus des emplois les plus précaires, mal payés, à des distances qui peuvent avoisiner les 40 ou 50 kilomètres, avec des horaires hachés. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en Allemagne, près de chez nous, ou plus loin aux États-Unis.
Ah mais oui, complètement, on est en plein libéralisme. On ne peut pas demander à la fois aux personnes de travailler ou de les taxer, on va dire, de feignants quand ils n'y vont pas, et leur demander d'accepter n'importe quel emploi qui, des fois, les met en difficulté financière pire que s'ils travaillaient. C'est-à-dire qu'en fait, le gain va peut-être être de 150 euros par mois pour un travail si on compense les déplacements, les horaires, la garde des enfants, etc. Avec aussi un autre aspect des choses. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas pourvus. On voit une jeune génération qui veut plus travailler comme les générations précédentes, qui a d'autres aspirations, qui veut choisir son travail, qui veut choisir aussi son cadre de travail et ses envies de travail. Vous trouvez que ça n'a pas été pris en compte non plus dans la réflexion du gouvernement ? Ah mais ça, je crois que tout le monde, enfin au niveau du gouvernement, c'est pas leur sujet. Maintenant, sincèrement, des salariés qui ont un emploi qui leur plaît, ça se réduit comme peau de chagrin. Ne serait-ce qu'un emploi correctement rémunéré avec des conditions de travail décentes, une non mise en danger. Je parle de leur intégrité physique. On supprime d'un côté tout ce qui est contrôle des conditions de travail au sein de l'entreprise. Et par ailleurs, Pôle emploi va éjecter tout chômeur qui n'accepte pas 2 ou 3 emplois d'affilée parce qu'ils sont pas tenables à long terme. Donc en plus ce sont des emplois précaires, encore une fois, ce sont pas des CDI, sont pas, voilà. Donc à partir de là, on parlait de l'assurance retraite et l'assurance chômage, on crée en fait tout un vivier de population corvéable à merci. C'est-à-dire qu'on met les gens dans une telle précarité, on les met vraiment dans la survie, et donc on oblige la population à accepter n'importe quelle condition de travail, n'importe quel revenu, et donc là, ce qui se passe, effectivement, vous l'avez cité, il y a un phénomène de démission actuellement, que ce soit d'ailleurs dans la fonction publique ou dans le privé, un phénomène de démission ou de refus d'occuper des postes. Ce qui est rare dans la fonction publique jusqu'à présent, parce que c'était un peu, je mets des guillemets, mais la sécurité de l'emploi. Oui. Mais ça ne l'est plus. Enfin, ça ne l'est plus. Enfin, pas à des conditions qui font que on puisse être content d'aller travailler le matin, ou en tous les cas, et c'est la France pour ça est plutôt bien située. Nous avons un des taux de productivité entre guillemets les plus forts d'Europe. Nous avons en fait des gens qui mettent un point d'orgue à bien accomplir leur travail, à le faire correctement et à avoir, on va dire, cette satisfaction du travail accompli. Mais encore une fois, même ça, on ne leur propose plus. Enfin, je parle de façon générale, mais même ça, à beaucoup d'endroits, ça ne leur est plus proposé. Donc, à partir du moment où le travail est en perte de sens, je travaille dans de mauvaises conditions, je gagne peu, et au bout du bout, ce que je fais ne sert à rien, ou pollue la planète, ou impacte une autre partie de la population, effectivement, beaucoup en fait maintenant démissionnent et se retournent vers des choses qui leur conviennent davantage. On va pas parler d'éthique, mais simplement pour être debout. Voilà, c'est ce qui est important. La dignité. La dignité. Aussi, le travail, c'est les déplacements et c'est le logement. En Bretagne, il y a tout un débat autour des résidences secondaires qui a été porté par l'Union démocratique bretonne, entre autres. Et je vais vous entendre là-dessus. Aujourd'hui, les logements dans des pays, voilà, j'allais dire dans des pays. Oui, la Bretagne, en quelque sorte, est un pays. Dans des régions comme la Bretagne, sont en tension parce que voilà, on construit moins, c'est cher. Les jeunes ne peuvent plus se loger. Là aussi, il faudrait des mesures tout de suite, et là je suis plus à l'échelle locale. Alors en Bretagne, oui, il y a eu ces mobilisations là dans 4 villes de collectifs qui réclament que la Bretagne soit placée en zone tendue. Cela pour pouvoir actionner des leviers et faire en sorte que les collectivités également puissent ouvrir
du logement social davantage. Le fait d'être en zone tendue, ça permettrait d'éviter également cette privatisation du parc immobilier social. Là, on assiste à une suppression des moyens qui sont donnés au HLM. On apprend quand même que les HLM sont maintenant le parc immobilier social, on va dire en règle générale, doit pouvoir revendre des logements à la hauteur de 40 000 au niveau national, mais de revendre des logements au privé qui évidemment ne va pas les gérer de la même manière. On n'est plus dans le bien commun, là, on est dans le profit. On financiera tout. Donc on a une absence de financement par l'État qui supprime les aides. On a donc les HLM qui doivent verser une compensation par rapport aux foyers qui touchent des APL. Les HLM reversent 50 € à l'État. À partir de là, on a en Bretagne, en tous les cas, des zones en plus qui sont plutôt touristiques et qui font que tout l'immobilier, le parc immobilier sert de façon ponctuelle, soit en R&B, soit pour des résidences secondaires. Nous avons également en Bretagne une artificialisation des sols, c'est-à-dire de la construction de logements, mais qui sont des logements individuels et privés, mais qui ne sont pas mis au service du logement social, et également une grande précarité locative pour les étudiants. On a vu là l'information d'étudiants rennais qui dormaient sous des tentes en attendant de trouver un petit studio ou une colocation pour pouvoir faire leurs études de manière correcte. C'est une augmentation également des loyers qui est incroyable. Il faut absolument pouvoir encadrer les loyers, mais de manière nationale, que ce soit contrôlé et que ce soit vraiment revu à la baisse. Là, c'est pas possible de pouvoir avoir un loyer qui correspond plus ou moins aux 2/3, voire davantage de ses revenus. Donc, les étudiants, évidemment, en grande précarité. Et souvent, les parents ne peuvent pas verser les cautions. On a eu beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui nous ont contactés, qui nous ont interpellés là-dessus en disant voilà, les cautions, c'est 3 mois de salaire désormais, c'est plus jouable, et encore moins pour les étudiants. Mais des fois, on demande même 2 cautions, les 2 parents. Voilà, les grands-parents. Est-ce qu'on a du bien pour pouvoir assurer derrière si ça se passait pas bien? Voilà, c'est incroyable. Hein, c'est vraiment incroyable. Il nous reste à peine 5 petites minutes, 4 minutes me dit, 3 minutes, 2 minutes même me dit mon réalisateur. 2 minutes pour parler d'environnement et de climat, c'est court, hein, vous me le concéderez, mais c'est important car on a vu cet été qui se poursuit, même si on l'entendait tout à l'heure dans la météo de Julie Pierret, on nous promet des températures un petit peu plus de saison, un peu plus fraîches. On a eu cet été terrible avec ces incendies, avec ces épisodes orageux très violents avec de la grêle. On a eu également cette sécheresse qui nous impacte toujours. Les nappes phréatiques, malgré la pluie, ne se sont pas reconstituées. Et puis, il y a tout le côté environnement. Et alors ici, en Bretagne, il est beaucoup question de la méthanisation, des algues vertes. Ici, en baie de Saint-Brieuc, on en parle de façon récurrente. On a l'impression que tout s'est emballé, qu'on n'arrive plus à arrêter. Oui. On voit là encore hier ou ce matin là des glaciers qui s'effondrent les uns après les autres. Enfin, c'est dramatique. Alors en Bretagne, on a un gros souci avec les nappes phréatiques et c'est pas ce qu'il a plu ces derniers jours qui va les recomposer. Et quand bien même nous aurions des rivières qui coulent à peu près normalement, une bonne partie est polluée. Nous devions avoir en fait une remise en état des rivières en Bretagne en 2027, on s'en rapproche à grands pas et en fait non, c'est pas ça qui va se passer du tout. Je pense que cet état va être reculé encore concernant les algues vertes.
Oui, toujours rien, toujours rien en Bretagne. Il y a un événement qui va se passer le 24 septembre à Planguenoil, la 2e édition de Dérivage. Alors Planguenoil, c'est dans les Côtes-d'Armor, pour nos auditeurs qui nous écoutent voilà. Un petit peu plus loin. Donc Dérivage pour dénoncer avec des auteurs et des illustrateurs c'est cet état de fait des algues vertes en Bretagne que tout le monde admet maintenant, qui sont dues à l'agriculture intensive et en grande partie au taux d'azote, c'est même 95% du taux d'azote donc qui sont dus aux épandages de lisiers non seulement en bordure des rivières mais partout, de l'élevage intensif et là à partir de ce moment-là, il faut absolument qu'on revoie de façon drastique la Bretagne n'a pas vocation à nourrir le monde et à avoir davantage de porcs sur son territoire que son nombre d'habitants, et donc il va falloir vraiment réduire les élevages volailles et porcs en Bretagne si on veut bénéficier d'une eau de qualité. Et la région Bretagne pourtant le dit, elle fait des efforts, elle essaie d'avancer sur ce dossier, d'avoir une concertation avec tous les acteurs. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Il y a eu des millions de dépensés dans deux plans algues vertes jusqu'à maintenant. Là, quel va être le 3e? Ça a même été cet argent, où est-il parti? C'est dénoncé par la Cour des comptes. Donc, on est devant un état de fait. Même les agriculteurs, eux, n'arrivent plus à en vivre. Donc, cette question climat reliée à l'agriculture, c'est vraiment un sujet d'ampleur. Ils n'arrivent plus à vivre de leur production. Là, on a vu que les éleveurs réclamaient 60 € de plus à l'hectolitre. Ils n'arrivent plus à vivre de ce qu'ils font. Ils tombent malades. Et ils polluent, certains, je parle de l'agriculture intensive toujours, et en fait ils contribuent à la pollution. C'est là-dessus que l'on va s'arrêter, Marion Georgiard, car le temps passe, le temps coule très vite, comme l'eau en Bretagne d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous en direct, Marion Georgiard. Il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire. Je rappelle, énormément. Mais vous reviendrez. C'était votre première radio, vous voyez, ça s'est bien passé. Vous êtes membre de la France Insoumise et vous étiez candidate, je le rappelais tout à l'heure, en commençant aux élections législatives de 2022. On a compris que vos combats continuaient et vous viendrez nous en parler. Et taxons les super profits. Alors voilà, on n'a pour pas répartir les richesses. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous reviendrez, c'est promis. Merci infiniment, Marion Georgiard, d'avoir été avec nous ce matin en direct au micro de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.